Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui le livre de Régis Debray, Civilisation, comment nous sommes devenus américains. Un livre qui a été publié en 2017 chez Gallimard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Régis Debray est un écrivain, un philosophe et un militant politique né en 1940. C'est l'une des figures intellectuelles les plus importantes de la gauche française des 50 dernières années. Dans les années 60, il a été connu notamment pour son engagement révolutionnaire auprès du Che Guevara qu'il connaissait personnellement. À cette époque, dans les années 70, on croyait encore à la révolution marxiste. On pensait encore qu'elle pouvait apporter le bonheur au peuple. On n'avait pas encore perdu toutes les illusions. Même si on savait déjà à cette époque les crimes staliniens. Aujourd'hui, avec le recul, tout le monde sait bien que les pays communistes ont été un cauchemar et personne ne souhaite y retourner. Alors à cette époque, Régis Debray a été arrêté en Bolivie pour sa participation au mouvement révolutionnaire, puis il est condamné à 30 ans de prison. Heureusement, il a pu être libéré au bout de 3 ans seulement, en 1970, notamment grâce à l'intervention du général de Gaulle et grâce à la mobilisation d'intellectuels comme Jean-Paul Sartre, François Mauriac et André Malraux. Dans les années 80, Régis Debray travaille comme conseiller auprès de François Mitterrand. Puis, dans les années 90, il se concentre sur la question des médias. Il développe également une nouvelle discipline, la médiologie. Donc c'est une discipline qui étudie l'influence de la technique sur les modes de pensée, c'est-à-dire l'influence du matériel sur le culturel. L'exemple typique, c'est dans quelle mesure la Bible, la diffusion de la Bible par Gutenberg, a-t-elle changé la société chrétienne. Et alors le fait qu'il y ait eu la Bible imprimée, ça a permis à beaucoup plus de monde de pouvoir accéder directement au texte biblique, et ça a fait perdre un peu de pouvoir au clergé qui n'avait plus le monopole. Enfin, une dernière chose à savoir sur Régis Debray, c'est son positionnement politique qui est un peu original, puisque c'est défini lui-même comme un gaulliste d'extrême gauche, ce qui est assez peu banal, l'extrême gauche n'étant pas spécialement connue pour sa proximité avec le général de Gaulle. Donc on peut penser que Régis Debray, déjà il a une admiration pour le personnage du général, mais également il y a sans doute une reconnaissance du ventre puisque le général a contribué à sa libération dans les années 60. Donc maintenant sur le livre Civilisation, donc Régis Debray nous parle de la civilisation américaine qui domine le monde depuis 1945, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour Régis Debray, l'Amérique c'est vraiment une civilisation à part entière. Donc ça nous amène tout de suite à la première question à se poser. Qu'est-ce qu'une civilisation ? Donc pour Régis Debray, c'est assez difficile à définir. Alors, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des civilisations différentes, mais on a du mal à les décrire précisément. On les voit, elles paraissent solides, mais quand on s'approche, ça nous échappe. Finalement, les civilisations sont un peu nébuleuses. C'est un peu nébuleux une civilisation. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des frontières entre les civilisations. Des frontières invisibles, mais des frontières quand même. C'est Fernand Braudel qui disait, l'historien Fernand Braudel disait qu'il y avait des espèces de douanes invisibles entre civilisations. Donc les douanes invisibles, la frontière invisible, ça signifie que certaines choses ne passent pas d'une civilisation à l'autre. Par exemple, il n'y a pas de protestantisme en Italie, il n'y a pas de protestantisme en Espagne, au Portugal. Si on prend le monde musulman, il n'y a pas de sunnite en Perse. De marxistes chez les anglo-saxons. Le marxisme, c'était très fort en Italie et en France, mais en Angleterre et aux États-Unis, ça n'a pas bien fonctionné. Donc maintenant, on peut se poser la question, une fois qu'on a à peu près défini la civilisation, on peut se demander combien de civilisations existent-ils. Donc là, tous les auteurs qui ont étudié les civilisations ne sont pas d'accord entre eux. Alors, on va prendre les auteurs importants. Donc par exemple, l'historien Arnold Toynbee, qui en a dénombré une vingtaine dans l'histoire. Après, il y a le philosophe allemand Oswald Spengler, il en a compté 8. Fernand Braudel, dont on a parlé juste avant, il en distingue 13. Enfin, pour le professeur de sciences politiques Samuel Huntington, le fameux Samuel Huntington, dont on parle beaucoup ces derniers temps, alors pour lui, il y en a 7 ou 8. Après, on peut se poser d'autres questions sur les civilisations. Est-ce qu'on doit parler d'une seule civilisation judéo-chrétienne ? Ça, c'est Michel Onfray qui dit ça. Ou bien, on entre davantage dans le détail et on distingue la civilisation américaine de la civilisation européenne, comme le fait Régis Debray.
Donc ça dépend du niveau de précision qu'on cherche. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs civilisations, donc ça veut dire qu'il y a des différences entre les civilisations. Mais il y a également des points communs entre les civilisations, quelle que soit l'époque et quelle que soit la géographie. Donc, le premier point commun, c'est que toutes les civilisations se sont imposées par la force. Donc, elles ont toutes eu des armées puissantes, des flottes, des armes très développées. On n'a pas eu de traces dans l'histoire d'une civilisation où il n'y aurait pas de guerre, où il n'y aurait pas de violence, où il n'y aurait pas d'invasion. Une civilisation pacifique, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Si on prend l'exemple de l'Amérique aujourd'hui, elle ne déroge pas à la règle. C'est une civilisation impérialiste, lourdement armée, très agressive, et elle a participé à de nombreuses guerres depuis un siècle. Alors heureusement, une civilisation, ce n'est pas que la force des armes, c'est aussi la force d'un imaginaire. Cet imaginaire qu'on pourrait appeler le soft power, si on reprend la terminologie anglo-saxonne. Donc c'est cet imaginaire qui va permettre à une civilisation de s'implanter partout. Il ne suffit pas d'avoir une armée, il faut aussi véhiculer un imaginaire. D'ailleurs, ce qui compte vraiment, c'est bien plus la force de l'imaginaire que la force brute. Le cinéma américain a fait bien plus pour l'Amérique que tous les porte-avions de la Navy réunis. Donc, les Américains contrôlent les mers, mais ce n'est pas suffisant. Contrôler les mers, c'est bien. Influencer les esprits, c'est mieux. Alors, Debré prend le contre-exemple de l'URSS, qui avait pléthore de chars, de canons, de missiles, mais qui n'a laissé pratiquement aucune trace dans l'histoire. En effet, 30 ans après sa chute, tout le monde a oublié l'Empire soviétique. C'est un peu comme s'il n'avait jamais existé. Poser la question à des jeunes sur l'URSS, ça ne leur évoque absolument rien. Pourtant, ça a duré 70 ans. Et alors, pourquoi la civilisation soviétique n'a pas imprégné? Parce que la civilisation soviétique ne faisait pas rêver. Elle ne donnait pas envie. Il n'y avait pas de Coca-Cola, il n'y avait pas de jeans, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de cinéma. Il n'y avait pas de voitures puissantes, il n'y avait pas de chanteurs, il n'y avait pas la liberté. En un mot, en fait, il n'y avait pas le rêve américain. Alors que la civilisation américaine, ça donne bien plus envie, c'est bien plus attirant. Donc Debré résume ça avec une belle formule. Alors, une suprématie est installée quand l'empreinte survit à l'emprise et quand l'emprise survit à l'empire. Ça veut dire tout simplement que une civilisation a gagné quand elle s'impose, même quand physiquement elle n'est pas présente. C'est-à-dire qu'elle arrive à imposer son mode de vie, même après être partie. Donc on voit par exemple l'Empire romain. L'Empire romain a conquis la Gaule s'est romanisée. Et après, l'Empire romain a disparu, mais pourtant la Gaule avait gardé cette empreinte romaine. Maintenant qu'on a défini une civilisation, on va se poser la question de savoir à quel moment la civilisation américaine a remplacé la civilisation européenne en tant que puissance dominante. Le processus est assez lent, il s'étale sur tout le XXe siècle. Mais alors, s'il ne fallait retenir qu'une seule date, c'est un moment clé, un moment de bascule, ce serait 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le pouvoir quitte l'Europe pour s'installer aux États-Unis, c'est-à-dire lorsque la puissance civilisatrice traverse l'Atlantique. Désormais, le centre de gravité du monde s'est déplacé à l'ouest. Et depuis, il n'a pas bougé, il est toujours aux États-Unis. Finalement, ce qu'on appelle l'Occident, ne serait-ce pas un cache-sexe pour dire l'Amérique? On dit Occident, ne devrait-on pas dire Amérique? En 1919, la culture américaine était une variation de la civilisation européenne. Un siècle plus tard, en 2017, c'est exactement l'inverse. C'est la culture européenne qui est devenue une variation de la civilisation américaine. En résumé, les Européens sont devenus des vassaux des Américains. Alors que c'était l'inverse avant. C'était l'Amérique qui était un vassal des Européens. Et dans tout ça, que devient la France? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Savoir comment la France se situe dedans. Puisque l'étude de Debré, c'est finalement c'est centré sur la France, même s'il élargit sur le monde, sur la civilisation européenne, américaine. Mais il y a quand même
beaucoup de choses qui sont en rapport avec la France. Évidemment, comme on peut s'y attendre, la France suit un peu le mouvement général européen, c'est-à-dire qu'elle se déclasse de civilisation à culture. Alors, petite parenthèse, donc différence entre civilisation et culture. Donc Régis Debray différencie la civilisation de la culture. Donc une civilisation, c'est ce qui rayonne sur d'autres cultures, tandis qu'une culture ne rayonne que sur elle-même. Elle n'a pas d'influence en dehors de ses frontières, en contraire d'une civilisation qui impose son mode de vie et qui impose son mode de pensée à toutes les cultures qu'elle domine. Donc pendant 300 ans, de 1640 à 1940, la France a été une grande puissance. Donc c'est-à-dire 1640, c'est à l'apogée de Louis XIV, et 1940, évidemment, c'est l'invasion de l'Allemagne. Aujourd'hui, malheureusement, la France n'est plus qu'une puissance de second ordre. Depuis 1945, comme toute l'Europe, la France est donc sous influence américaine. Alors, pour étayer cet argument, cette thèse, il y a beaucoup d'exemples dans le livre de Régis Debray, mais l'exemple le plus marquant, ça pourrait être la langue. Donc, pendant des siècles, la langue française était la langue diplomatique par excellence. Alors, tout a commencé à changer en 1919, lors du traité de Versailles, lorsque le président américain Wilson, exige une version du traité qui soit écrite en anglais. C'est à partir de ce moment-là que la bascule se fait entre le français et l'anglais. Petit à petit, le français recule et l'anglais avance. Alors on peut faire un test pour savoir quelle est la puissance dominante. C'est le test du langage. Il suffit de connaître la langue dominante pour connaître la puissance dominante. C'est assez facile. Donc typiquement l'Empire romain, le latin était la langue dominante dans tout l'Empire romain. Donc Rome était l'empire dominant. À une époque où la France était très puissante, tous les salons d'Europe parlaient français. C'était vraiment le top du top. Parler français, c'était vraiment exceptionnel. Et le français était la langue diplomatique. Alors que l'anglais, c'était la langue du commerce. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle anglais sur la terre entière. Alors on parle anglais, on parle plutôt une espèce de globish, c'est-à-dire un mauvais anglais. Mais on arrive à se comprendre. Mais alors l'anglais, donc c'est pas tellement la langue de l'Angleterre, c'est la langue de l'Amérique. Et comme la langue de l'Amérique. Donc l'Amérique est la puissance dominante et la civilisation dominante. Donc c'est pas tellement parce que l'anglais ce serait plus simple, plus facile, ça c'est de la blague, ça, c'est la blague. C'est pas parce que l'anglais c'est plus simple ou plus facile, c'est parce que si l'anglais s'impose, c'est parce que l'anglais est la langue de la puissance dominante, tout simplement. Donc on peut voir cette domination aussi dans des anglicismes qui se mélangent à la langue française, ou d'ailleurs aux autres langues. Donc nous, chez nous, c'est business, best-of, loser, spoiler, vintage, challenge, casting, punchline, buzz, pitch. Donc on utilise l'anglais. Alors pourquoi on n'utilise pas des mots de russe? C'est assez puissant la Russie. Ou de l'italien, ou du chinois, puisque le chinois est la langue, le mandarin, puisque le mandarin est la langue de la Chine, qui est une puissance très forte. Il n'y a aucun russianisme, il n'y a pas d'italianisme, il n'y a pas de chinoisisme. Et ça, c'est simplement parce que ce ne sont pas des civilisations dominantes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser du livre de Régis Debray? Alors tout d'abord, le style de Régis Debray. Donc moi, c'est un style qui me plaît bien. C'est un ton assez léger. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'ironie, mais alors c'est une ironie un peu tragique. Il y a beaucoup d'exemples aussi, hein, c'est énormément, c'est très érudit, il y a beaucoup d'érudition. Il y a aussi des phrases, des fulgurances, des phrases qui claquent, des punchlines. Alors, on pourrait juste dire que parfois c'est un peu trop chargé, parfois c'est un peu trop condensé, et parfois un peu noyé quand on n'a pas toutes les références. Alors, on n'a pas forcément toutes les références de Régis Debray. Mais bon, tout ça, c'est pas gênant. C'est vraiment un livre très agréable à lire. Et très court en plus. Alors sur le fond, c'est vraiment un livre, je trouve qu'il est assez admirable. C'est le genre de livre pour lequel il y a un avant et un après. C'est le genre de livre qui ne laisse pas indifférent. C'est un livre où on a l'impression d'être un peu moins bête après l'avoir lu qu'avant l'avoir lu. Donc l'américanisation, en soi, c'est pas une surprise. Pour ceux qui s'informent un peu, on savait déjà qu'il y avait une américanisation, ça se voit. On savait déjà qu'il y avait une américanisation. Il suffit de regarder autour de soi. Mais en lisant le livre de Régis Debray, on mesure à quel point elle est avancée
et beaucoup plus qu'on ne l'imagine souvent. On voit la profondeur de cette emprise américaine. Et on voit aussi qu'elle est plus ou moins irréversible. Donc pour le meilleur et pour le pire. Donc Régis Debray, comme je l'ai dit, donne beaucoup d'exemples. Donc, alors pris séparément, ça paraît anodin, mais mis bout à bout, ces exemples sont très significatifs. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est face à l'américanisation, comment réagir? Que faire? Donc là, Régis Debray prend une espèce de posture de vieux sage et il nous invite à regarder la réalité en face. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Régis Debray répond un peu en rigolant, de manière tragique, rien, on peut pas faire grand-chose en fait. Donc moi l'impression que j'ai, c'est toute résistance est inutile. Voilà, c'est un peu la conclusion du livre. Alors c'est pas très drôle. On peut pas résister contre l'américanisation en réalité. Alors, sachant que l'américanisation, c'est pas forcément négatif. Et il y a toujours une ambivalence. Alors d'un côté, oui, l'Amérique c'est prédateur, c'est violente, c'est cupide. Puis dans le mode de vie américain, les armes, l'obésité, la culture du tout gigantesque, la consommation excessive de ressources naturelles. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux en Amérique. Mais alors d'un autre côté, on peut dire ce qu'on veut, l'Amérique, ça reste une machine à rêve. Donc le surf, alors le cinéma, évidemment le cinéma. Donc la chanson, tous les grands artistes sont des artistes, les plus grandes stars internationales sont tous des Américains, c'est évident. Les grands espaces aussi, le mythe de l'homme qui s'est fait tout seul, puis l'optimisme des Américains. Et les Américains sont toujours, c'est un peuple très optimiste, donc ça fait du bien aussi de temps en temps, un peu d'optimisme. Après, il y a aussi le confort moderne. Qui c'est qui raisonnablement voudrait se débarrasser du confort moderne? Qui voudrait abandonner son smartphone? Qui voudrait abandonner les réseaux sociaux? Qui voudrait abandonner les électroménagers? Progrès technologique. Face à cette ambivalence, on a deux attitudes possibles. Donc soit l'attitude d'Hérode, qui accepte la transformation, soit l'attitude du zélote, qui refuse tout, avec acharnement. Donc entre celui qui accepte l'Hérode et celui qui refuse, Debray a tranché. Lui, il considère que le zélote est voué à l'échec. Alors le zélote, il sauve l'honneur, mais il disparaît. Il est voué à la disparition. A l'inverse, Hérode survit, mais en survivant, il s'est renié au passage parce qu'il a abandonné tout ce qui faisait sa spécificité. À force d'accepter tout ce qui vient de la civilisation, finalement, il a perdu son originalité. Et donc c'est pour ça que je parle d'ironie tragique, puisque Régis Debray nous met devant un choix impossible. C'est se renier et vivre, ou bien sauver l'honneur mais disparaître. Donc, Régis Debray nous propose le choix entre le conformisme ou la disparition. L'idéal de Régis Debray, ce serait une espèce d'intelligence hérodienne avec un caractère de zélote. Donc, typiquement le général de Gaulle. C'est-à-dire celui qui accepte le changement mais qui ne lâche pas l'affaire. C'est un peu, c'est prendre le bon de l'Amérique et résister au mauvais de l'Amérique. C'est un peu ça qu'il faut essayer de faire. Mais on pourra pas dire, on peut pas refuser tout de l'Amérique, c'est pas possible. Heureusement, pour ceux qui détestent l'Amérique, tout espoir n'est pas perdu. Régis Debray nous rappelle les mots de Paul Valéry. Rappelez-vous les mots de Paul Valéry. Toutes les civilisations sont mortelles. Donc, la civilisation américaine est mortelle. Donc, elle disparaîtra un jour. C'est certain qu'elle disparaîtra. Ça, c'est certain. Mais alors la question maintenant, c'est quand disparaîtra-t-elle? Combien de temps la civilisation américaine va-t-elle encore durer? Est-ce qu'elle va disparaître ce siècle? Ou est-ce qu'elle va continuer encore quelques siècles? Et si la civilisation américaine disparaît, ou c'est-à-dire, disparaît, c'est un grand mot, c'est-à-dire, elle devient une culture, qui prendrait sa place? Est-ce que ce serait la Chine? Est-ce que ce serait l'Inde? Le Brésil? La Russie? Un pays d'Afrique? Un pays musulman, la Turquie, l'Iran, ou alors peut-être qu'aucune nation ou aucun autre empire ne remplacera l'empire américain. Peut-être que nous allons vers une période d'équilibre dans laquelle aucune puissance ne domine les autres. Alors pour conclure, le livre de Régis Debray, Civilisation, c'est un livre que je recommande absolument. On est toujours plus intelligent après avoir lu Régis Debray qu'avant l'avoir lu. Alors Régis Debray a quelque chose à la force des plus grands. Il est lucide. Alors c'est pas donné à tout le monde d'être lucide.
Il y a toujours quelque chose à apprendre en lisant Régis Debray.